Bonjour à tous, aujourd'hui on va évoquer l'épisode 287 de Dragon Ball Z sorti le 20 décembre 1995 au Japon et il est le candidat idéal pour être l'épisode contenant mes moments préférés de la série. Aujourd'hui on va voir que cet épisode 287 dispose de plusieurs scènes merveilleuses, tant au niveau de la symbolique qui s'en dégage, mais également au niveau de sa réalisation très maligne et des BGM qui les accompagnent. On verra ce qui est pour moi un Goku au charisme ultime et c'est cela qui m'inspire dans ce que vous allez voir. Déjà j'aime énormément l'aspect visuel de cet épisode. D'ailleurs petite parenthèse animation mais c'est Kazuya Hisada qui supervise l'animation ici, accompagné des pointures du studio Segasha à l'animation clé comme Naoki Tate, Masahiro Shimanuki ou encore Megumi Yamashita, pour ne citer que. En somme, on dispose d'une équipe de très grande qualité ayant déjà réalisé de magnifiques scènes sur l'anime comme celle qui passe actuellement à l'écran. Donc Dende soigne Goku et ce dernier le remercie avec son thank you iconique. Thank you. Soudain, Satan, qui marche non loin de là, tombe sur le corps inerte du gros bout et demande à la Dragon Team de le soigner. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant, et on en arrive déjà à parler de la réalisation. Quand Satan émet sa requête, nous en tant que spectateurs, on se doute que c'est pas une décision à prendre à la légère, avec tous les événements qui viennent de se passer. Et qu'est-ce que fait le dieu de la Terre en personne ? Il se tourne vers un être humain, un simple mortel. C'est assez fort pour être souligné, puisqu'ici on dirait presque que Dende cherche une directive de la part de Goku, ou même son approbation. Et c'est à ce moment que la réalisation est géniale, puisqu'on peut le voir, le visage de Goku ne nous est pas encore dévoilé, et va être masqué intelligemment tout le long de la scène à venir. D'ailleurs, c'est monsieur Mitsuo Hashimoto, le directeur d'épisode. Il fut très prolifique à l'époque, c'est un cador au point qu'il est sur la licence depuis Dr. Slump. Il a même dirigé des films comme celui de Tapion par exemple. Je suppose qu'il est donc fortement impliqué sur le storyboard de cet épisode et qu'il est en grande partie le fabuleux responsable de cette intelligente réalisation, même si attention, c'est un travail d'équipe et plusieurs allers-retours sont indispensables et se font lors de la conception d'un épisode. Mais je suppose cela car parfois on a carrément le nom du storyboarder avant celui du directeur lors de l'ending, or pour l'épisode 287, ça n'est pas le cas. Bref, on continue, le premier à vivement réagir est Vegeta. Il se demande si Satan n'a pas perdu la tête et lui somme de vite dégager de là pour en terminer avec le gros bout tant qu'il est inconscient. On revient sur la réalisation puisque le bras tendu de Vegeta masque encore le visage de Goku. On aperçoit cela lorsque le prince des Saiyans rétorque à Satan qui veut protéger Boo qu'il est complètement fou et que la prochaine fois s'il y en a une, ça pourrait littéralement être la fin du monde. En soi, on comprend la réaction très pragmatique de Vegeta qui pense à l'avenir de l'univers au final. Si on réfléchit bien, Boo est un personnage tellement mystique, avec une composition biologique assez surprenante, que dans leur situation, il ferait mieux de s'en méfier et de l'éliminer, car rien n'affirme qu'il ne se retransformera pas en un être bizarre ou maléfique, indépendamment de sa volonté de nouveau. Via ces courtes interactions, on constate également l'évolution de Vegeta qui, même s'il est pragmatique, ne peut tuer Boo, tant que Satan se trouve devant ce dernier. C'est une concession qu'un Vegeta plus jeune n'aurait pas pris la peine de réaliser, il n'aurait pas hésité à tuer pour son intérêt et encore plus aujourd'hui dans l'intérêt de sa famille. De toute façon, on sent qu'il a changé, il n'y a qu'à voir la manière dont Vegeta observe Dende le soignant au tout début de l'épisode. Parce que oui, je l'avais pas évoqué jusqu'ici, mais Goku, ce gros BG, en début d'épisode, quand Dende veut aller le soigner, il dit « va déjà soigner Vegeta qui en a plus besoin que moi ». Et chose intéressante, dans le manga, on voit pas Dende soigner Vegeta. Comme toujours, le découpage de Toriyama est très expéditif et explicite, on comprend les choses sans qu'il n'ait besoin de les montrer. Pourtant, l'épisode ici a développé cette scène et d'une jolie manière. Regardez comment Vegeta regarde Dende. Et rappelez-vous, la dernière fois qu'ils étaient dans une situation similaire, c'était sur Namek. Vegeta avait tué bon nombre des semblables de Dende, qui se refusaient de le soigner mais l'avaient fait à contre-cœur. Et ici, dans cet épisode, le regard de Vegeta exprime une sorte de surprise, de mélancolie, de gêne peut-être. Je pense que Toriyama ne pensait probablement plus à cette scène, mais le staff de l'épisode si, enfin selon moi. Et en tout cas, ça fait un bel hommage. Enfin bref, c'est pas ce qui est le plus intéressant ici, c'est juste pour souligner que même le développement de Vegeta est intéressant, mais le plus important arrive. La scène reprend, Dende réapparaît à l'antenne et ce dernier regarde à nouveau vers Goku, dont le visage se dévoile. À ce moment précis, sur cette image que vous voyez à l'écran, il n'y a pas de son durant l'épisode, on entend juste le bruit du vent. Un silence qui renforce le charisme de Goku sur ce plan absolument magnifique.
Mais rappelez-vous la réalisation intelligente que j'évoquais tout à l'heure. Dende est à droite de Goku et a donc en visuel direct le côté droit de Goku. Et sur ce plan, ici, on voit le profil droit de Goku en contre-haut, comme si nous, le spectateur, étions à la place de Dende en fait. Selon moi, la réalisation tente de nous immerger, de nous mettre dans la peau du jeune Namek. Et pourtant, de par sa vision, Goku lui semble tellement supérieur, non pas en puissance, qui est évident, Goku est beaucoup plus fort que Dende, mais symboliquement, voire même spirituellement. Et avec ce plan, on dirait presque que Dende contemple un personnage divin. Alors que c'est pourtant lui qui occupe un rôle divin ici, c'est lui le dieu de la terre. Et cette sorte d'admiration dure depuis le début de la scène, où dès les premiers instants, Dende s'était déjà tourné vers Goku, comme s'il souhaitait connaître sa décision, voire limite attendre un ordre de sa part. Je reviens au visage intelligemment masqué de Goku. Tout cela sert, selon moi, à faire monter la pression. Ici, les personnages sont torturés entre le bien et le mal. Tuer un être vivant afin de protéger toute la Terre, voire même tout l'univers, ou prendre le risque de le laisser en vie, adopter la doctrine risquée et optimiste de la seconde chance. C'est un genre de débat stérile dont personne n'a vraiment de réponse et où chaque argument, peu importe le camp, se vale selon le point de vue partagé. Dans le manga, Toriyama masquait le visage de Goku avec des bulles de narration, mais la scène n'a duré que 2-3 pages à tout casser et ça n'a pas le même effet. L'anime dispose donc de quelques rajouts qui enjolivent le tout selon moi. Bref, jusqu'ici Goku n'a pas prononcé un seul mot, c'est alors qu'il prit la parole. J'ai les frissons. Je vous avoue que la BGM jouée en arrière-plan participe énormément à ce sentiment. Il s'agit de la M1710 qui est une version instrumentale et adoucie du second ending de Dragon Ball Z, Bokutachi wa Tenshidata. De plus, si je ne dis pas de bêtises, celle-ci ne fut jamais utilisée auparavant dans la série, ce qui accentue son caractère symbolique. En somme, c'est une BGM spécialement concoctée pour ce moment très angélique. Et c'est assez cocasse, puisqu'elle reprend un ending qui signifie « Nous sommes tous des anges ». Ce moment seul représente pour moi l'accomplissement de toute une œuvre, il clôt le développement du personnage de Goku qui possède désormais comme une aura divine, mystique autour de lui. J'en veux pour preuve Dieu lui-même qui attendait depuis 5 minutes une décision de sa part. Et même Vegeta, qui à part lui dire « t'es sérieux », se dédouane complètement du truc car il sait qu'il ne peut aller à l'encontre des décisions de Goku. Tous les personnages, mais également nous les spectateurs, avons compris qui donne les ordres ici. On constate que Goku est un sage, qui pardonne, et comprend que l'exploit d'avoir vaincu Majin Buu Junsui est un exploit collectif. Il explique à Vegeta que sans Satan et le gros bout, il leur aurait été impossible d'annihiler la menace. Et en prenant la parole, Goku apporte une réponse à un débat qui semblait sans issue. De plus, la manière dont il lève l'index, même s'il emploie un ton et une posture décontractés, le fait de lever ce doigt de cette manière affirme son autorité. Ça nous rappelle l'enseignant ou l'adulte qui gronde l'enfant pour montrer qui commande. Mais si Goku fait tout ça, ça n'est pas que pour féliciter l'esprit de camaraderie dont toute la Terre a fait preuve avec le Genkidama et trancher entre tuer ou garder ce personnage. Non, en effet, préserver le gros bout de côté est pour l'instant risqué, car nul ne sait comment il pourrait réagir. Pourtant, Goku dit qu'en prévision, si jamais le pire était amené à se reproduire, ils n'ont qu'à s'entraîner. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Ça paraît tout bête, mais si ces mots sortent de la bouche de Goku, alors on a envie d'y croire. C'est simple mais efficace. Pas besoin de s'inquiéter puisque Goku est là. Maïka, comme dirait ce dernier. Autrement dit, c'est pas grave. Cette insouciance qu'on lui pardonne parce que c'est lui. C'est d'ailleurs de cette phrase qui colle bien à Goku que se remémorait Tenshinhan lorsque notre Saiyan favori, encore une fois témoignant de sa grande sagesse, annonçait ne pas vouloir être ressuscité après l'Arc-Ciel, comprenant qu'il attire des problèmes. Et puis, même si le personnage a atteint un stade de sagesse qui crève les yeux, de par sa force et son autorité, on comprend que Goku, c'est Goku. En effet, on ne peut nier la petite part d'égoïsme dans sa requête, on sent qu'il a un plan derrière la tête, rappelez-vous son souhait quelques minutes auparavant, au moment d'éliminer le petit bout, de le revoir sous une autre forme, afin d'avoir un véritable duel en 1 contre 1 plus tard, et tous ces éléments nous ramènent aux volontés originelles de Goku, ce pourquoi le manga a débuté, un héros qui souhaite affronter de rudes adversaires pour devenir toujours plus fort. Tout simplement. Car au final, pardonner, c'est un peu la logique du personnage, et ça s'accompagne souvent d'une pincée d'égoïsme, pensant aux bénéfices que cela pourrait être d'avoir ce rival pour s'entraîner plus tard avec lui. Donner un Sensei à Piccolo, Tenkaichi Budokai, ou encore épargner Vegeta qui vient pourtant de tuer ses amis proches. Dans cette scène, paradoxalement, Goku fait autant preuve d'une grande sagesse que d'un simple
égoïsme, et c'est ce qui caractérise si bien ce personnage. De plus, il termine son discours en résolvant même le problème de comment fera Boo pour sortir en sécurité dans la rue sans que les terriens ne s'inquiètent plus tard. En fait, ici Goku a réponse à tout, et même Kaioshin se plie à ses exigences. Cet épisode est donc sublime via sa symbolique, mais ça ne s'arrête pas là. Le point fort pour moi de l'épisode 287, c'est l'enchaînement de scènes puissantes dont il dispose, et vous verrez que la scène suivante renforce encore plus le charisme de notre personnage favori, en tout cas du mien. Une fois Boo guéri, nos héros retournent au palais de Dende où les attendent leurs familles. Ici on a une autre BGM très agréable, qui agrémente bien les scènes de joie lors de ces retrouvailles. Ce moment mélange humour et émotion sans dénaturer les personnages. Je pense notamment à la scène où Vegeta de dos n'affiche pas ses émotions quand son fils et sa femme viennent le retrouver. C'est vraiment un épisode contemplatif, mais pas pour ses backgrounds ou son animation, non. Simplement le regard de Vegeta à Dende en début d'épisode, comme je l'évoquais, ou la manière dont Trunks ici lui prend le bras. Pas de parole de la part du guerrier Saiyan, mais bizarrement c'est très évocateur, c'est beau et ça suffit. On a aussi des moments drôles, quand tout le monde aperçoit la présence du gros Boo parmi eux. C'est alors que le calme revint à l'antenne. Goku a une grande nouvelle, et pour cela, l'épisode 287 joue avec nos sentiments. Contrairement au manga qui réglera ça en une page, dont une seule petite case, bien que fort jolie, ici, tout le monde est face à Goku. Comme si le studio d'animation, ayant travaillé sur l'épisode, souhaitait lui donner encore plus de crédit et de charisme, lui rendre hommage, un peu comme un prof face à l'amphithéâtre, comme s'il était, et il l'est, la star du jour. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant du jour, mais cet épisode adapte le chapitre 517, qui, comme de par hasard, est sorti un 9 mai 1995. Le 9 mai, c'est le jour officiel du Goku Day au Japon. Et l'image de couverture du chapitre, que j'aime par-dessus tout, est souvent utilisée dans les débats pour justifier le charisme que pouvait avoir Goku dans le manga original. Il transpire l'accomplissement de soi, on y revient juste après. Revenons à notre épisode, Goku annonce la bonne nouvelle, il a obtenu une autre vie, lui permettant de rester avec eux sur Terre. On arrive à un autre moment, beaucoup plus court, mais qui m'a également touché. Chi-Chi, heureuse, fond en larmes, et tombe dans les bras de son mari. À ce moment, une nouvelle BGM accompagne à merveille la scène des pleurs de joie de Chi-Chi sous les regards empathiques de leurs amis, dont une numéro 18 pourtant habituellement un peu froide, qui ici semble véritablement émue. Ce moment est incroyable en termes d'adaptation, puisque le manga ne s'y prend absolument pas de cette manière. Nous n'avons dans le manga aucune ligne de dialogue, et quand Goku annonce la nouvelle ici dans l'anime, les autres personnages autour ne bougent pas vraiment, et la plupart ont l'expression qu'ils ont sur les images du chapitre muet, à 2 ou 3 petites modifications près, cela probablement pour coller au moment touchant de l'anime. Comme dit juste avant, numéro 18 est légèrement différente, plus émotive ici par rapport au manga, ou même Goten qui ici agrippe son papa dans l'épisode. Bref, pour moi, cette adaptation, c'est du génie. Je pense que le studio d'animation s'est surpassé et a sublimé l'œuvre de Toriyama. Ils ont su étendre le manga d'un Toriyama qui va toujours très vite sans que cela soit relou, bien au contraire. Ils ont amplifié l'émotion et encore plus mis en valeur la classe de Goku qui semble tellement omniscient, accompli et tout simplement bien écrit. Réalisation, design, musique, cohérence des personnages, Goku, mon héros favori, est mis à l'honneur dans cette scène. Bravo à Atsushi Maekawa qui a taffé sur le script de l'épisode. C'est donc le même monsieur qui était au script du dernier épisode de Dragon Ball GT, qui pour moi était aussi une véritable démonstration de toute la symbolique que représente le personnage de Goku. Et en travaillant sur le script, il a probablement travaillé sur les rajouts des dialogues qui n'apparaissent pas dans le manga, donc bravo à lui. Pour conclure, si cet épisode et ces scènes nous font tant d'effets, c'est parce qu'ils sonnent un peu l'accomplissement d'un héros qu'on a suivi depuis notre plus tendre enfance et qui continue encore aujourd'hui d'égayer nos journées. C'est peut-être parce que ce seul personnage a réussi à tous nous charmer par sa naïveté, puis par sa persévérance, par sa force,
Par son sens de l'abnégation, et enfin désormais par son charisme, lui conférant presque un statut divin, c'est peut-être aussi parce qu'il sait rester fidèle à sa motivation des premières pages de l'œuvre, malgré son évolution, il conserve donc l'insouciance de sa jeunesse tout en assumant aussi son rôle de grand sage. D'ailleurs, si on regarde bien, il n'a pas reçu la vie de n'importe qui, c'est quand même celle du vieux Kaioshin. Il est donc bien Son Goku, le personnage inspiré par Sun Wukong du célèbre récit Le Voyage en Occident, qui lui aussi était de base un être farceur et pas très bien élevé avant de devenir un véritable sage, au sens philosophique comme religieux. L'inspiration de Toriyama fut donc rudement bien menée, au point où son héros est devenu une adaptation peut-être encore plus iconique, enfin ça dépend pour qui, que le roi singe de la légende originelle. Vive l'épisode 287 de Dragon Ball Z, vive Dragon Ball, vive le Toriyama d'époque, vive Son Goku. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la passion. Sur ce, ciao ciao les potes!